Difficile à croire. Une prostitution consentie, improvisée entre amis. Comme si rien n'était grave. Comme si tout était négociable. C'est pourtant bien cette prostitution à peine consciente d'elle-même que raconte Léa. Ses débuts se sont faits dans une ambiance d'ado, en complet décalage avec la réalité. J'étais avec une fille, chacun avait son copain, donc en gros on travaillait ensemble, on faisait nos passes à l'hôtel aussi. Et elle essayait de draguer mon copain, donc je pouvais pas, j'étais trop jalouse. Donc après, avec mon copain, on a fait notre réseau de prostitution de notre côté. Et puis chacun a travaillé de son côté en fait. Il y a un moment où je me suis retrouvée toute seule et après, il y a un ami qui m'a contactée sur mon téléphone. On s'est donné rendez-vous, on a parlé. Donc après, voilà, on s'est rapprochés, tout ça. Et moi, au début, je savais pas qu'il allait faire ça, je m'y attendais pas du tout. Donc en gros, après, on a commencé à faire un duo où il m'a fait travailler. C'est un proxénète. Certains tabous sont-ils en train de s'effacer? En tout cas, les dossiers se multiplient à la brigade des mineurs. Je suis arrivé il y a 4 ans et il y avait à peu près 10 dossiers de proxénétisme à la brigade. D'accord ? On en est à plus de 60. Enfin, je pense qu'on a quelque chose de phénoménal. On a quelque chose qui a une grande ampleur, de mon point de vue. C'est pour ça que moi j'appelle ça un phénomène. Après, on peut appeler ça une mode. J'ai pas l'impression que ça passera, contrairement aux modes. Ce sont des gamines et ça reste des gamines, donc elles sont fondamentalement instables. Donc en fait, il suffit qu'il y ait une dispute ou quelque chose, une petite bisbille, et ben il y en a une ou deux qui vont partir, que ce soit avec les autres filles ou que ce soit avec les mecs qui les font travailler à l'instant T, et ben ah non tu me dis ça ou tu m'as fait ça, ça me plaît pas, elles s'en vont, au bout de 2 jours elles ont retrouvé une autre équipe et elles recommencent avec une autre équipe, c'est pour ça que les enquêtes sont particulièrement difficiles. On a eu un groupe qui a travaillé sur un phénomène comme ça et en un seul mois, la gamine elle avait changé 4 fois d'équipe. Elle a eu 4 équipes différentes, distinctes, en un seul mois. C'est peut-être d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le même dossier, c'est la nana qui était emmanchée avec des types à Lyon, qui montait à Paris. Oui, en plus. En fait, voilà, il y a des imbrications de petites équipes comme ça, avec une fille qui navigue dans une équipe avec des types qui viennent de Lyon. Voilà. Ça se prostitue un peu à Lyon, puis à Paris, même chose Airbnb, quelques jours, un appart. Dans des hôtels. Nous, on débarque après la guerre. Elles se considèrent pas comme victimes parce que c'est des adolescentes. Elles voient pas ce qui a de mal à faire ça. Elles voient l'instant T et pas ce que ça peut les affecter dans leur avenir. Mais je pense que plus tard, quand elles vont grandir, on n'en a pas eu pour l'instant, on n'en a pas revu. Mais c'est à ce moment-là qu'elles vont se considérer comme victimes. C'est surtout que les gamines, voilà, ça leur fait ni chaud ni froid. Et elles sont pas plus stressées ou plus embêtées de ce qu'elles ont fait pendant une semaine, un mois ou un an. Donc voilà, après les dossiers qui marqueraient, c'est le groupe qui a fait par exemple la prostitution nigériane, où là c'est des gamines qui sont extraites de leur pays et autres, où là il y a de la victime, enfin voilà. Après celle qu'on a... En fait, je crois que dans ces dossiers-là, on travaille beaucoup pour les parents. Parce que d'abord on se représente nous-mêmes, parents, avec possiblement un enfant qui part en vrille, qui fait des fugues et qui fait n'importe quoi. Et on voit la détresse des parents. Les parents, ils se sentent coupables et ce sont des victimes eux aussi. Sonia passe ses jours et ses nuits à attendre. Sa relation avec sa fille Inès ne tient plus qu'à un fil. Ah, elle dort. Elle répond. La prostitution ne se fait pas la journée. Ouais, elle vit la nuit. Vous savez où elle est, là? Oh. La mère et la fille ont rendez-vous cet après-midi avec le juge pour enfants. Il ne veut pas répondre, en fait. Inès arrive en retard et avec ses mystères. Pas facile de renouer sur commande.
10 jours que l'ado ne s'était plus montrée. Elle était en province. On va acheter des cigarettes. Elle est plus une femme que plus un enfant, ouais. Ça vous fait quoi de voir ça? C'est que c'est trop tard. J'ai perdu l'autorité. Et plus d'autorité. Inès est suivie par des éducateurs et des psychologues. Un dispositif inefficace d'après Sonia. La maman voudrait que le juge y renonce. Elle voudrait reprendre tout son rôle. Check. Viens, fais-moi bisous. Bisous. Ouais. Dis maman, pardon. Dis. Dis. Mais c'est bon, j'ai pas besoin de... Ouais, t'as vu, t'as un bon cœur, c'est ça. T'as préparé ce que tu dois dire au juge ou pas? Moi, j'ai déjà préparé. Tu arrives, tu dis bonjour. Je m'excuse auprès de mes parents. Tu vas dire que t'as fermé la parenthèse. Tu dis je m'excuse. Laisse-moi, arrête de me parler. Qu'est-ce qu'il va te dire aussi? Qu'est-ce que... Ouais, c'est bon. Si tu pour veux s'en parler, sortir, qu'est-ce que... C'est quoi la solution? Tu m'appelles si tu veux parler. Qu'est-ce que tu vas dire, toi, au juge? Rien. Il va te poser des questions. Ouais, j'y répondrai. Tu répondras? Qu'est-ce que tu lui répondras? Bah, d'arrêter. Je veux qu'elle récupère une vie normale d'un enfant à 16 ans, chez sa famille, scolarisé, respect des parents, normal, une vie normale, pas extraordinaire où on est partout, une vie normale que je l'ai perdue depuis 1 an et demi. Je ne vis plus. Peut-être ça te dit rien, tu t'en fous, c'est un stress pour moi. Oui, oh putain. Pauvre chou. Oui. Inès est rebelle, avec sa mère comme avec les psys ou les éducateurs. Le juge va accepter de changer de méthode. L'ado sera placé pendant 6 mois dans un centre éducatif de jour. En attendant, Inès s'évanouit à nouveau dans la nature. Direction peut-être cette grande ville de province où sa mère pense qu'elle se prostitue. Ça me fait mal au cœur. Il y a tout l'avenir de ma fille qui est gâché. C'est pas sa faute. C'est une part, c'est moi, une part, c'est l'éducation nationale, une part, c'est la police. Elle, c'est une victime. Elle n'a pas eu ses droits en tant qu'enfant, elle n'a pas eu. Ça me fait de la peine. Parce que 2 ans sans scolarité, imaginez. Quelle mentalité, quel citoyen qui va devenir à 20 ans. Moi, quand j'étais adolescente, je me rappelle toujours de mes 15 ans, 16 ans. C'est la plus belle période. On vit des petites histoires d'amour avec son petit copain. On va au cinéma. Mais là, ma fille, à 16 ans, elle n'a rien dans la tête. Elle pense qu'à l'argent. Ma fille, elle aimait la télé-réalité. Elle suit pratiquement toutes les émissions. C'est l'argent, les hôtels de luxe, là, les villas où ils tournaient, c'est un monde imaginaire. Ça fait rêver ma fille. Elle aimerait bien être à leur place. Et d'ailleurs, elle me l'a dit plusieurs fois qu'elle voulait faire les castings pour se présenter à la télé-réalité. Donc c'est le rêve, c'est son rêve.
Pour cette mère, c'est une association spontanée. Prostitution et télé-réalité. Cette télévision transgressive programme-t-elle nos enfants avec de fausses valeurs? J'ai envie de trouver mon nouveau jouet et j'ai très envie de jouer avec. Ah mais allô quoi. Hélène David a sa petite idée là-dessus. L'association qu'elle co-dirige s'est créée il y a plus de 40 ans autour de la lutte contre la toxicomanie. Son public est de plus en plus jeune. Et les cas de prostitution de plus en plus nombreux. Quand on voit les téléréalités, c'est pas l'intelligence qui est quand même portée comme qualité première des acteurs, parce que c'est presque des acteurs qui sont sélectionnés. Et du coup, c'est vrai quand même que, mis bout à bout, on voit bien que la femme bonne, c'est quand même la qualité première. Et certaines jeunes n'hésitent pas d'ailleurs à dire, quand on leur dit essaye de trouver les qualités et les compétences que tu as, à dire moi je suis bonne. Elle a le corps pour, elle a un super corps. Et franchement, ça donne des idées pour la suite. Hein. Mais la télé-réalité n'est peut-être qu'un symptôme. Le mal est plus profond. Avec 3 racines principales. D'abord, l'invasion du porno. Ces images sont toujours plus violentes. Et son public toujours plus jeune. Dès l'école primaire, c'est toute une génération qui se construit sur ces codes. C'est toute notre société qui est hyper sexualisée. On voit bien qu'au goutte à goutte tous les jours, on se prend notre dose quand même de pornographie et de femmes pour nous vendre une voiture, du chocolat ou n'importe quoi. Si le porno a autant d'influence, c'est aussi parce que les médias d'aujourd'hui sont instantanés et surpuissants. C'est le deuxième facteur clé, les réseaux. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons fait en sorte que si nous n'avons pas le téléphone, Internet, un réseau social, on n'existe pas. Voilà, on n'a pas d'existence sociale. Et pour un jeune, il préfère ne pas manger que de ne pas avoir cette aura. Du coup, l'accès des mineurs et donc des jeunes adolescents à ce qu'est le monde des adultes et le monde notamment des conduites à risque aussi des adultes dont ils étaient préservés auparavant, avec Internet et notamment Internet au bout des mains, et a été ouvert pour les ados. Du porno, des réseaux et des euros. L'argent est devenu roi. La nouvelle génération n'a pas beaucoup d'autres modèles. C'est vrai quand même que le bain dans lequel on les place, c'est quand même le cul, le sexe, le fric, la thune, comme ils disent. Voilà, si ça nous fait sourire, eh bien, les jeunes, eux, ils sourient pas. Ils prennent ça en première instance et c'est leur réalité. Ce sont les valeurs de leur monde. La prostitution est-elle le négatif de notre époque ? La conséquence fatale de la société d'aujourd'hui. En tout cas, elle est aussi destructrice qu'hier. Et pour les jeunes filles, ce qui avait commencé comme un jeu se referme sur elles. Un jour, Léa s'est réveillée et elle n'était plus libre. Passée aux mains d'un proxénète à peine plus âgé qu'elle, elle s'est mise à voir toujours plus d'hommes. Elle est devenue une professionnelle. On m'a proposé d'aller en Espagne à la Junquera. C'est un endroit où la prostitution elle est légale là-bas. On est resté même pas une semaine là-bas. J'ai eu des clients aussi, même des hommes mariés, la même chose entre 20 et 60 ans. Au début, ça me faisait rien. Mais plus les jours ont passé, après j'avais un sentiment de dégoût. Quand je me touchais de ça, tout ça, j'étais dégoûtée par eux en fait. Léa est seule au monde. Rien ne la protège des clients.
ni de son protecteur, qui agit comme un bourreau. Il m'a alcoolisée aussi, et même j'ai été même droguée à mon insu. Et après, j'étais je voyais des étoiles. Là, il en profitait pour abuser de moi. Il me frappait et j'étais pas bien, j'étais pas moi-même. J'étais là, j'étais vraiment choquée, j'étais sous le choc. Le matin, quand je me réveillais, je me retrouvais avec des bleus partout. En fait, à chaque fois, j'avais plein de bleus sur les jambes, sur les bras. Des cocards, et à un moment, je me suis retrouvée avec un gros cocard sur les doigts. Et après, je me sentais sale, en fait. À toutes ces filles, à ces femmes enfants qui jouent avec les limites, le corps finit par dire non. Cela fait déjà 3 ans que la fille de Valérie se prostitue. Je me lève tout le matin avec ce même cauchemar qui cesse pas, en fait. Je vois ma fille crever. Tous les jours, elle crève, chaque fois plus. C'est plus du tout la jolie fille qui était avant les faits. Elle s'est transformée. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle a des cernes noires, elle est pâle. Elle rit pas. Je ne la vois jamais sourire, ma fille. Elle meurt, je crois. Ma fille est majeure maintenant, donc elle vient d'atteindre sa majorité. Moi je peux plus rien faire. J'ai plus de possibilité de la sortir de là. Il faut vraiment que ce soit elle maintenant qui s'en sorte. Il faudra un déclic, je pense. Il faudra un déclic pour qu'elle réagisse et puis qu'elle s'en sorte. Maintenant, tout est dans ses mains. Je ne peux rien faire. Tout est dans ses mains. C'est à elle de décider si un jour elle veut s'en sortir, si elle a ce déclic. C'est ça ou moi, ce que je redoute, c'est qu'on la retrouve morte dans un caniveau, quoi. Heureusement, les scénarios ne sont pas écrits d'avance. Léa a réussi à se sortir du piège. J'ai essayé de m'enfuir. J'ai réussi. Je suis rentrée chez moi. Après, je me suis posée, j'ai pris du recul sur ça. J'ai essayé d'oublier. Avec ma mère, elle était surtout beaucoup présente. Elle m'a ramassé la petite cuillère. Les premiers jours, je pleurais beaucoup. Elle avait du mal, mais voilà. Les premiers jours, ça a été trop dur pour moi. Il leur a fallu du courage. Affronter le regard de l'autre, surmonter sa colère. Aujourd'hui, Léa et sa mère sont à nouveau réunies. Je pense que je me suis sortie pour de bon et que c'est derrière moi. Oui, ça c'est clair. Mon objectif numéro 1, c'est mes études. Les garçons, ça passe après. Tout ce monde-là qui est sale, qui est pervers, tout ça. Et voilà, je laisse, c'est aux oubliettes, quoi. Quand vous la regardez, vous voyez qui en face de vous? Ma fille, mon bébé, mon enfant. Mais après, je vois une femme, un petit bout de femme. Voilà ce que je vois. Il y a toujours la tentation. Il faut se battre contre la tentation. Parce que moi, même aujourd'hui, il y a des moments où je peux être tentée et je me bats contre cette tentation-là. Donc il faut se battre et se dire, tu mets l'image surtout de ta maman en face de tes yeux et après, voilà, tu dis le mal que je peux faire à ma mère, l'inquiétude qu'elle peut avoir et voilà, c'est tout. Comment Léa peut-elle être tentée d'y retourner? Quelle est l'addiction qui l'a fait vaciller? Addiction au risque, à l'argent ou à cette liberté trompeuse que l'on ressent dans la fuite?
La semaine dernière, Océane est rentrée à la maison. C'est la fin d'une fugue de 8 mois, une éternité pour ses parents. Océane s'est trouvé un amoureux et avec lui des raisons de reprendre une vie normale. Depuis, Ariane et Gérard sont dans une douce euphorie. Un petit peu bordélique la mise. Il y a des choses que je ne connais pas, effectivement. Je trie un petit peu. Elle est revenue, elle a rangé. Alors ça, je pense pas que ça soit elle. J'ai l'impression que c'est plus à son copain. Après, ce que je vois aussi, c'est qui me fait moins plaisir, mais enfin bon, il y a largement pire, c'est petite cigarette. Je viens de vider le cendrier. Ça me fait pas très plaisir, mais bon. C'est un moindre mal. Voilà, c'est pas de la coke, ni de l'héroïne, ni même du cannabis. Donc bon, voilà, je lui dis juste, essaye de pas trop fumer. Sur ce portant, nous avons aussi un petit bout de vie, on va dire. Il y a des habits que je lui ai achetés moi. Il y a des habits que je ne connais pas. Soit classiques, mais féminines, soit très sexy. Alors ça, c'est pas moi. Je sais pas du tout d'où ça vient. Je sais pas qui lui a acheté ça. Je crains qu'elle l'ait utilisé comme tenue de travail. Alors le retour de ma fille s'est passé, voilà, on s'est pris dans les bras. Elle était très émue, nous aussi. Elle a pleuré. Elle était bien en forme, bien en chair, plutôt souriante. Maquillée joliment, mais sans excès, pas l'air fatiguée. Non, j'avais un peu l'impression que c'était ma fille d'avant. Le petit copain, là, il est beaucoup pour quelque chose. Oui, vraiment, voilà, c'est un peu, je sais pas comment dire, un cliché, mais voilà, l'amour rédempteur. Oui, là, ça joue un rôle très fort. En tout cas, il est très amoureux d'elle et elle est très amoureuse de lui. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Elle a quand même un fond, certes, il y a des côtés dépressifs, sombres, autodestructeurs, mais la force de vie prend le dessus. Et et notre fille, elle a cette force quand même très grande. Comment protéger son enfant quand il est ailleurs? Quand le cordon est coupé et que les services sociaux ont pris le relais. Dans la plupart des cas, les ados prostitués sont placés en foyer ou en famille d'accueil. Pour les parents, c'est une déchirure. Ils se sentent jugés et impuissants. J'ai pas compris comment on peut placer ma fille dans un foyer où une autre jeune fille se prostitue, où vous avez d'autres enfants qui sont pas dans les mêmes cas de figure que ma fille, quoi. Comment vous pouvez mélanger tous ces enfants-là ensemble? Ce matin, cette maman est venue consulter l'association d'Armel. Sa fille de 15 ans a été placée par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Mais à l'entendre, le remède est pire que le mal. Maintenant, ma fille a fait à peu près 6 foyers et 2 familles d'accueil. Ça vous inspire quoi, ça? C'est un échec. Voilà. Pour moi, c'est un échec et pour moi, la situation, elle avance pas, en fait. Elle avance pas. Pour moi, ils ont vraiment une part de responsabilité, en fait, sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Parce que je me dis qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées, il y a des choses qui auraient pu être prises en charge beaucoup plus tôt. Ce qui a été difficile, en fait, c'est tous ces derniers mois, c'est de se dire que j'ai demandé de l'aide, en fait. Je suis venu demander de l'aide très clairement parce que j'y arrivais plus. Tout ce qu'on me disait, que j'ai pu entendre à maintes reprises, c'est écoutez, on n'arrive pas avec votre fille, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire, vous, pour vous rapprocher d'elle? Alors que je sais pas, moi-même, j'y arrive pas. Je suis venu vers vous, c'est parce que j'y arrive pas. Et ouais, aujourd'hui, pour moi, j'ai perdu ma fille. Ouais. Voilà.
on est là et on est tous là, et effectivement, on ne vous lâchera pas. Ça, c'est clair. Ce qui ressort de cet entretien, comme de tous les entretiens, c'est... oui. C'est de la colère. Parce que nous, on sait qu'il y a la possibilité de faire des choses, mais en effet, ça manque de moyens, ça manque de formation, beaucoup. Et puis, c'est des sujets terribles à évoquer, à aborder quand il s'agit d'enfants. C'est insupportable. Donc, du coup, on préfère mettre de la distance et puis incriminer les parents, parce qu'au fond, bah oui, hein, c'est eux qui sont en cause. Et c'est pas vrai. C'est une évidence que la société complète est à remettre en cause sur ces dérives de mômes. Et du coup, ça, c'est hyper délicat pour les professionnels qui sont, normalement, leur mission, c'est de protéger les mineurs. Or, il n'y a pas de lieu où on va pouvoir les enfermer sans téléphone et sans Internet. On ne va pas les mettre en prison. Sortir de la prostitution prend du temps. Et il y a des rechutes. À peine revenue chez elle, Océane est repartie. Depuis, son père la cherche. Je pense qu'elle a craqué, elle a repris contact avec les petits jeunes. Elle a repassé une annonce sur un autre site et on ne sait pas avec qui elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait, sans doute un petit peu. C'est complètement surréaliste, oui. On soit obligé de se battre par nous-mêmes. On n'a pas non plus le choix d'attendre. Seul indice, tiré de l'annonce d'Océane, elle serait dans les environs de Roissy. Mais il y a des dizaines d'hôtels autour de l'aéroport. Alors, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que les grands hôtels, donc, qui sont encore plus proches de Roissy, c'est plutôt du grand luxe, donc prostitution plutôt de luxe. Et là, on est plutôt dans le tout venant. Océane est quelque part dans le secret d'une chambre bon marché. Elle ne donne aucun signe de vie. Mais Gérard, le papa, va avoir de la chance. Il mobilise les amis de sa fille. L'un d'eux lui trouve le nom de l'hôtel. Gérard intervient de nuit avec sa femme et sans prévenir la police. Je me suis précipité donc à la réception. Ma femme était descendue avec moi. Elle avait une photo de ma fille, donc on a montré au gars de la réception. Il y avait deux gars qui ont dit qu'ils ne connaissaient pas cette fille. Et c'est pratiquement à ce moment-là où on a vu descendre un petit gars qui portait un sac de vêtements. Et ma femme a reconnu le sac, puisqu'il était à la maison. Donc elle lui a pris le sac et moi j'ai attrapé le gars, donc jusqu'à la porte. Je l'ai tenu, mais il a réussi il s'est débattu et il est parti en courant et il est parti donc vers le parking. Et là je n'ai rien pu faire. À peu près au même moment, si je me souviens bien, ma fille descend, donc elle était au premier, je crois, et elle est surprise. Très surprise, mais je crois qu'elle ne dit rien. Elle tombe dans les bras de ma femme. Elle tombe dans mes bras. Et quelque part, oui, je crois qu'elle est... J'ai le sentiment qu'elle est soulagée. C'est glauque. C'est glauque et c'est minable.
Et c'est vraiment le sentiment d'assister impuissant à tout ça. Je crois que c'est ce qui fait le plus mal. J'imagine ces petits copains qui arrivent et qui organisent tout ça, ma fille, ses copines. Je vois très bien le petit gars qui réserve la chambre en mettant les 100 € sur le comptoir. Et après, je veux pas savoir je veux pas savoir la suite. Gérard est torturé par les images de sa fille. Ariane, la maman, préfère les regarder en face. Chacun sa façon de s'arranger avec l'insupportable. Et voilà, ça, c'est une annonce où je reconnais formellement ma fille. Il y a marqué femme 21 ans, hein, bien sûr. Voilà, je reconnais la coiffure, le soutien-gorge. C'est pas étonnant. Elle va pas s'en sortir comme ça. Ce qui se passe, c'est que ce sont des pulsions, c'est pulsionnel. C'est difficile de comprendre que ça passe pas par la raison. Ça passe vraiment par quelque chose d'abîmé qui rejoue un traumatisme en fait. Je pense qu'elle a toujours ces vieux démons. Ça, c'est le dernier avatar. J'ai l'impression quand même que là, c'était un petit peu le bouquet final, si je peux dire, mais je sais pas, hein, je suis pas formelle, hein, mais j'ai l'impression qu'elle refuguera pas. Je suis plutôt optimiste. Léa avait pris toutes les résolutions. Elle qui avait connu l'enfer, avait juré à sa mère de vivre une vie de son âge. Elle n'aura tenu que 2 mois et demi. On a préparé la rentrée scolaire parce que le vendredi et le week-end, on a fait le cartable, on a acheté des vêtements neufs pour qu'elle soit un peu jolie, un peu coquette. Et elle était contente. Le lundi, l'école a téléphoné en disant « Oui, qu'est-ce qui se passe? Votre fille est absente. » Peut-être elle s'est mis la pression, peut-être. Elle avait peur, peut-être elle a fui. Je sais pas. On a trouvé sur un Snapchat, on a trouvé une fille qui a contact avec ma fille. Et elle met des photos de elle pas bien, des photos compromettantes, des vidéos pas bien. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'elle refait ça. Donc là, elle est avec un garçon, elle est dans une chicha, en train on va dire, de rigoler. Puis on la voit clairement, là, c'est elle. Donc voilà. Là aussi, vous voyez, clairement, il y a une publication qui est vraiment pas très cool, quoi. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Après, je sais pas si elle se rend compte au moins de ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui lui manque? L'argent, le sexe, les amis? Je dirais plutôt la liberté. La liberté parce quand elle va dans ce chemin-là, elle a pas d'interdit. Peut-être qu'elle a eu peur de retourner dans la routine en disant bah oui, je vais à l'école, je rentre, je fais mes devoirs. Mais c'est la vie de toutes les adolescentes de 15 ans. Elles vont à l'école, elles rentrent. Il y a des moments où oui, je dis ça sérieusement, oui, je me casse la tête pour rien, je lâche l'affaire. Mais non, je lâche pas l'affaire. Je chercherai le temps et je la retrouverai. Et vous y croyez encore? Ouais, parce qu'on voit par les photos, malgré que c'est des photos compromettantes, qu'elle est là, elle est encore vivante. Donc c'est déjà un bon point.
sûr qu'on peut en sortir, sinon, à vrai dire, je préfère alerter avant. Mais je suis convaincue qu'on ne peut pas en sortir tout seul. Ça, c'est clair qu'il faut un accompagnement énorme, et c'est pour ça que j'alerte. Essayons d'anticiper, évitons ça, parce que pour les sauver, ces mômes, il va falloir développer une énergie considérable derrière, et on n'est pas forcément sûr du résultat. On peut essayer de critiquer ou d'observer qu'il y a un dysfonctionnement chez les jeunes. C'est quand même pas très honnête. On peut s'interroger sur le dysfonctionnement de quelques familles en se disant « Oh ben non, moi ça me concerne pas. Quand même pas chez nous. » Sauf que il faut aussi, pour être honnête, s'interroger sur l'ensemble de notre société. Nous avons besoin d'une culture qui valorise les jeunes adolescentes au niveau éducatif et au niveau des valeurs qu'on leur propose. Il faut qu'elles soient hyper valorisées par d'autres choses que leur cul, leur sein et leur sexe. Si j'avais un conseil à donner aux parents, si ça vous arrive, cherchez votre enfant, ne baissez pas les bras. Ne la jugez pas. Parlez avec elle quand vous la retrouvez. Et toujours se battre. Parce que ça sera un combat.